Et là, j'aimerais m'inscrire pour cet après-midi. Après-midi, ça marche. C'est à quelle heure le démarrage? Bonjour, je suis Sophie Camard du groupe Écologie de la France Insoumise. Je viens d'ouvrir à Marseille un grand colloque que nous avons organisé à la Fac Saint-Charles entre politiques, scientifiques et citoyens sur le thème de l'urgence écologique où nous avons d'ores et déjà 400-500 inscrits sur tout le week-end. Merci d'être déjà si nombreux à 14h15. Au nom du groupe Écologie de la France Insoumise, j'ai vraiment le vif plaisir de vous accueillir dans ce grand amphi de la Fac Saint-Charles, non pas pour un simple colloque, mais pour un cheminement à la croisée de la science, de l'éducation populaire, du débat politique et des mobilisations sociales. À l'origine, ce sont des scientifiques proches de la France Insoumise qui nous ont sollicités et on avait trouvé la démarche à la fois originale et intéressante parce que les scientifiques, souvent, on pense qu'ils sont plutôt en train de conseiller les princes, les États, les gouvernements. Et là, ils avaient toute cette démarche de venir avec nous faire de l'éducation populaire sur des thématiques scientifiques liées à l'environnement et à l'écologie. Donc de là est née l'idée de ce colloque où on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée, il y a déjà les scientifiques, les citoyens, l'éducation populaire, mettons les politiques au milieu. Et comme ça, au lieu de toujours s'opposer et de dire qu'on ne fait rien et qu'on est chacun de notre côté, eh bien ouvrons le dialogue pour trouver les solutions qui bloquent aujourd'hui, pour réfléchir ensemble à pourquoi on n'arrive pas à avancer et à trouver les solutions face au dérèglement climatique. Alors effectivement, ça peut être une contradiction puisque le champ politique, c'est le champ de la polémique, des intérêts contradictoires, du débat d'idées, de la démagogie, voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces conflits d'intérêts, ils peuvent parfois opposer pas forcément le bien et le mal. Parfois, il ne faut pas être aussi manichéen. Mais quand par exemple on veut fermer une raffinerie ou une centrale à charbon, il est normal de ne pas laisser tomber les salariés, de trouver des solutions et de surtout pas laisser l'individu tout seul face au système. Et ça, c'est bien le rôle du politique. Si on ne fait pas ça, on sera toujours dans l'opposition fin de mois, fin du monde, qu'on cherche justement à dépasser. Et j'ai envie de terminer en citant notre ami, le grand philosophe Karl Marx, qui a bien dit que l'épuisement du capitalisme, c'était l'épuisement et de la terre et du travailleur. Et bien quand on a compris ça, on fait marcher les deux ensemble. Alors, je m'appelle Benoît Gélin, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université et je suis aussi chercheur à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, l'IMBE. Et donc on est aujourd'hui dans la faculté de Saint-Charles pour une conférence où je vais présenter mes travaux sur la pollinisation et les pollinisateurs. L'IMBE s'intéresse à l'écologie globale, à toutes les thématiques qui sont centrées entre la relation entre les êtres vivants avec leur milieu, mais également avec les hommes et les êtres vivants et toutes les perturbations qui peuvent affecter la biodiversité au sens large. Alors moi je m'intéresse aux insectes pollinisateurs, je suis spécialiste de la pollinisation. Et j'étudie notamment les interactions entre les abeilles sauvages et les plantes à fleurs et j'étudie comment les perturbations d'origine humaine vont modifier ces interactions entre plantes et pollinisateurs. Et aujourd'hui je vais présenter au sens large qu'est-ce qu'une abeille, quelles sont les abeilles, quelle est cette grande biodiversité d'abeilles qui existe en France et en Europe et quelles sont leurs importances pour la pollinisation des plantes à fleurs, pour la pollinisation de nos cultures, de ce que l'on mange, et quels sont les risques qui aujourd'hui pèsent sur ces abeilles et qui potentiellement vont entraîner des déclins importants qui vont affecter directement les sociétés humaines. Oui, non, c'est vrai que le travail de chercheur, il se doit d'être extrêmement précis, d'être extrêmement objectif sur le travail qu'on effectue et sur toutes les questions sur lesquelles on se pose, et notamment sur les publications scientifiques que l'on produit. Néanmoins, c'est pas pour autant que le scientifique n'est pas un citoyen. Tous les jours, moi, quand je me rends compte du déclin massif de la biodiversité, je peux m'empêcher d'être interpellé. Et c'est vrai que cette biodiversité, elle est finalement très peu présente dans le débat public, alors qu'elle est à la base de tout. Elle est à la base de notre survie à nous, de notre économie, du bien-être des générations futures. Et aujourd'hui, elle passe toujours au second plan derrière l'économie. Donc il faut que nous, chercheurs, on fasse plus le lien entre ce qui se passe dans les laboratoires et ce qui se passe dans la société.
Alors donc Hendrik Davy, directeur de recherche à l'Institut national de recherche agronomique, donc un institut de recherche finalisé qui travaille à la fois sur les forêts mais aussi sur les grandes cultures. Et je travaille à l'INRA d'Avignon, donc moi je travaille plutôt sur l'effet des changements climatiques sur les forêts méditerranéennes. On apporte des réponses scientifiques pour ensuite proposer des mesures d'adaptation à la société civile. Donc en ça, je pense que c'est un institut qui est important dans le dialogue sciences-société. Ce croisement des regards est important. Et puis ensuite, finalement, le dialogue avec à la fois les personnes du public et puis les politiques ou les associatifs comme Alternatiba nous permet aussi d'avancer sur ce qui nous importe aussi en tant que citoyens, c'est les mesures d'adaptation ou comment faire face pour limiter ce changement global et faire en sorte qu'on n'ait pas d'effondrement ni de nos sociétés ni des écosystèmes. Alors en fait aujourd'hui j'ai voulu parler de l'impact des changements globaux sur la forêt en essayant de bien montrer qu'il y avait un très grand nombre de phénomènes différents qui sont l'augmentation du CO2, les changements climatiques, la pollution globale et qu'il faut prendre en compte l'ensemble de ces phénomènes pour essayer de prévoir ou d'anticiper les changements que vont subir la forêt méditerranéenne. Sachant que certains changements climatiques par exemple peuvent avoir des effets bénéfiques comme des effets négatifs. Et c'est une bonne analyse de l'ensemble de ces effets qui nous permet ensuite de trouver les bonnes mesures à la fois pour mieux atténuer le changement climatique, parce que c'est ça qui est important, c'est de limiter l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, et puis aussi de voir comment on peut adapter la gestion de nos forêts dans un avenir proche. La limitation des gaz à effet de serre est une question éminemment politique puisque si on prend juste PACA, 47% des émissions c'est les transports et 41% c'est l'industrie. Donc c'est les politiques à la fois à l'échelle de la métropole et de la région qu'on doit changer et qu'on doit changer en profondeur. Et pour ça, c'est à mon avis deux choses qui sont quand même assez faciles à faire et qui sont importantes en tant que citoyen. C'est la question des transports en commun et la question des logements. Et là, Marseille est un exemple flagrant parce que si on a des transports gratuits et si on a des logements bien isolés, les gens se sentent mieux et en même temps c'est un grand pas pour l'environnement. Donc c'est à la fois bon pour la fin de mois et puis c'est bon aussi pour la planète. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en avant, mais ça nécessite une révolution dans nos fonctionnements et beaucoup d'investissements parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, je m'appelle Wolfgang Kramer, je travaille pour le CNRS et je suis directeur de recherche et affecté à un laboratoire qui s'appelle Institut méditerranéen de la biodiversité et d'écologie, ici à Marseille et à Aix-en-Provence. Et j'ai un rôle depuis très longtemps pour le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, qui fait des rapports régulièrement pour les gouvernements pour informer sur le changement climatique, les impacts et les vulnérabilités. Mes sujets de recherche, c'est surtout la dynamique de la biodiversité et des écosystèmes tels qu'ils sont utilisés par l'homme. Et je m'intéresse au changement climatique évidemment, mais aussi au changement provoqué par des différentes utilisations et surtout l'avenir. Est-ce que les écosystèmes vont pouvoir fonctionner dans les années qui viennent et toujours livrer les bénéfices sur lesquels on dépend comme humanité, tant que la nourriture et le bois, mais aussi pour les autres fonctions, surtout pour régler le climat qui est en forte dérèglement. Oui, dans ce colloque aujourd'hui, j'avais le rôle, je pense, de donner une introduction sur la science du changement climatique, surtout les dernières nouvelles, et j'ai surtout insisté sur le fait que physiquement, c'est toujours possible de faire un changement important pour réduire le dérèglement qu'on observe actuellement du changement climatique. C'est évidemment le colloque qui va beaucoup plus loin. Il parle de l'effondrement, il parle de la biodiversité, il parle de l'avenir. Mais moi, j'ai surtout insisté sur le fait que des réductions des émissions de gaz à effet de serre, c'est tout à fait possible. On peut faire beaucoup, on ne peut pas arrêter tout, mais on peut faire beaucoup dans beaucoup de secteurs, dans l'alimentation, dans les transports et dans d'autres. Et il faut y aller, il faut renforcer les politiques de ce côté-là. Oui, je ne suis pas de l'opinion qu'on quitte le domaine de la recherche juste parce qu'on s'intéresse au rôle de l'homme dans la nature. En fait, c'est tout à fait un sujet de la recherche, pareil que la dynamique de l'atmosphère ou de l'océan.
Par contre, c'est très important qu'on trouve des moyens à bien interagir entre les décideurs publics, politiques, mais aussi les décideurs privés, y compris l'homme sur la rue, le grand public, et qu'on communique, d'une façon interactive, qu'on donne des informations évidemment des scientifiques, mais qu'on est aussi à l'écoute et qu'on oriente l'évaluation des faits scientifiques par rapport aux besoins exprimés par les décideurs. Donc cet échange entre décideurs et scientifiques, c'est quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aide à développer dans le cadre du GIEC, qui est notamment là pour ça, mais aussi dans d'autres organismes locaux et régionaux avec les mêmes objectifs. Je trouve que c'est important pour un scientifique de rencontrer toutes les politiques qui souhaitent le rencontrer. Évidemment, il y a certains qui ne le souhaitent pas, et donc là, je n'y veux pas non plus. Mais quand il y a une ouverture, quand il y a un débat, c'est à la fois une obligation pour les scientifiques, mais aussi une opportunité à y participer. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Pour me présenter, je m'appelle Pablo Servigne, je suis papa de 2 enfants. J'ai été chercheur, j'ai une formation de scientifique et j'ai quitté le monde académique pour faire de l'éducation populaire. Donc je me dis aujourd'hui chercheur interdépendant et je fais des livres et des conférences pour le grand public. Oui, alors à la base je suis plutôt écologue et éthologue, j'ai étudié le comportement animal et en fait je me suis intéressé à toutes les autres disciplines et j'aime bien sautiller d'une discipline à l'autre, je fais un travail transdisciplinaire. Et je ne suis pas spécialiste de tout, mais j'aime bien faire du lien entre les disciplines. C'est ça la caractéristique de notre travail. Je dis notre parce que j'ai travaillé avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. On a fait plusieurs livres ensemble. Et l'idée de la transdisciplinarité, on l'a appliquée à l'entraide. Par exemple, toutes les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer, voilà. C'est une idée forte qui touche aussi les humains. C'est une idée politique. Ça, c'était le livre L'entraide. Et la transdisciplinarité, on l'a appliquée aux catastrophes et aux crises. Donc si on voit le climat, la biodiversité, l'énergie, la finance, la politique, etc., chaque silo est en crise. Et en fait, en faisant du lien entre tout ça, émerge une autre vision des catastrophes qui amène la possibilité que notre monde s'effondre plus rapidement que prévu. Et s'effondre de notre vivant. C'est pour ça qu'on a appelé ça la collapsologie, l'étude de l'effondrement, pour les générations présentes. Ouais, effectivement, on m'a souvent traité d'oiseau de mauvais augure, de prophète de malheur, mais je pense sincèrement, l'intention de base, c'était d'avancer avec lucidité, avec bienveillance, pour informer le plus de monde possible sur les catastrophes qu'on est en train de vivre, pour agir le mieux possible, pour avoir des politiques, pour avoir une action collective la plus rationnelle, lucide, voilà, la plus efficace possible. Et quand par exemple on vous dit que votre immeuble est en feu, vous êtes obligé à un moment d'alerter. À un moment, c'est une situation qui fait peur. C'est le feu qui fait peur, c'est pas le lanceur d'alerte. Et donc on a plongé dans tout ça et on a remarqué que, bien dit, ça pouvait mettre en mouvement. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent en mouvement quand ils prennent conscience. Et pas que la conscience, c'est une prise d'émotion aussi, quand les catastrophes comme ça, systémiques, les impactent, ils changent leur vie et ils se mettent vraiment à inventer, à imaginer un nouvel horizon. Et alors ça ouvre des possibles et ça apporte joie et enthousiasme. Et ça apporte aussi tristesse, colère, etc. Donc il y a vraiment une question très profonde là-dedans. Et on remarque aujourd'hui qu'il y a tout un mouvement qui se crée parce que ça touche, c'est dans l'air, ce sont des idées qui sont dans l'air. Ce soir, c'est ce que je vais dire, c'est pour ça que je participe ce soir. C'est pour essayer d'articuler les constats, le comment vivre avec toutes ces mauvaises nouvelles, et puis comment on essaye de s'organiser collectivement. J'ai été invité par plusieurs syndicats, partis politiques, etc., institutions, universités, hauts fonctionnaires, associations, militants, et à chaque fois, c'est les mêmes questions qui se posent. Donc moi, j'essaye d'apporter mon grain de sel ou grain de sable à chacun. Après, les solutions ou les pistes émergeront des gens.
C'est pas moi qui donnera tout ça. J'essaye de stimuler les gens pour qu'ils déploient un imaginaire, pour qu'on sorte de l'ornière dans laquelle on est actuellement. Mais moi, dans notre démarche, on a toujours essayé de décloisonner les savoirs, de décloisonner les disciplines entre elles, et surtout d'ouvrir la science, de la faire sortir de sa tour d'ivoire. Et donc moi, je suis le premier enfin le premier, pas le seul, mais je suis vraiment, dès qu'il s'agit d'ouvrir la science à d'autres milieux, je suis là, quoi. Et donc le milieu politique, le milieu artistique, tous ces milieux-là doivent travailler ensemble. Et c'est évidemment une démarche d'ouverture, de transdisciplinarité. Et c'est ce qu'on a ce soir. C'est super. Merci beaucoup, Pablo. Avec plaisir. Vas-y. Je suis Bernard Friot, économiste et sociologue du travail. J'ai été à l'Université de Lorraine pendant 30 ans, puis à celle de Nanterre pendant 10. Je suis maintenant en retraite. Mon domaine de spécialité, c'est la sécurité sociale, le salaire et plus largement aujourd'hui le statut du travailleur, mais aussi parce que le travail, c'est pas simplement avoir un statut, c'est aussi produire. C'est également les conditions de la souveraineté des travailleurs sur ce qu'ils produisent. Je suis membre du Parti communiste et syndiqué à la FSU. Est-ce que c'est paradoxal que chercheur en sociologie et économie du travail, je me retrouve dans un colloque sur les alternatives à l'effondrement. Alors bon, le mot effondrement, c'est pas mon truc, disons, mais je viens aussi pour entendre des collègues qui réfléchissent sur notre avenir commun en termes d'écologie, ce qui n'est pas ma spécialité, loin de là bien sûr, mais ça m'intéresse de les entendre. Mais surtout, je suis absolument convaincu que c'est autour du travail que la sortie de la folie capitaliste est possible. Le capitalisme est indifférent à l'utilité sociale de ce qui est produit. Il s'en fout éperdument puisque c'est la valeur historique du capital qui détermine la décision de produire. Il faut donc en finir. Il faut donc que les travailleurs s'affirment comme souverains sur leur travail. Et pour le moment, ça n'est pas arrivé à maturité. Ben, en soi, il n'est pas sûr que le peuple soit vertueux, et que les travailleurs qui sont habitués depuis des décennies à l'accumulation des marchandises dans le capitalisme sortent de cette folie comme ça par miracle. Mais précisément, le fait que les critères de gestion changent parce que nous ne serons plus dans l'obsession de valoriser du capital et de réduire le travail vivant, puisque c'est à ça qu'aboutit cette obsession. Dès lors que nous allons réaffirmer la place prioritaire du travail vivant dans la production, nécessairement, nous produirons moins, puisque pour produire une pomme à valeur nutritive correcte, il faut plus de travail vivant que pour en produire 32 dans l'agrobusiness. Et donc nous allons à la fois augmenter le travail vivant et réduire les quantités produites. Nous allons augmenter la valeur que nous produisons, puisque le travail vivant est à l'origine de la valeur, et réduire les productions physiques qui, dans le capitalisme, donnent l'objet à encore une fois, une course en avant totalement absurde dans des marchandises inutiles, dangereuses, antidémocratiques. Le lot de consolation qu'on a de notre impuissance sur la production, c'est qu'on peut consommer. Et du coup, il y a une espèce de fuite dans la consommation à défaut d'être responsable de la production. À partir du moment où nous allons être propriétaires des entreprises, à partir du moment où c'est nous qui allons décider de ce qui est produit, oui, à coup sûr, nous ferons, enfin, dans les limites de la vertu collective,
nous n'aurons plus besoin des lots de consolation de la consommation pour être heureux au travail. Bonjour, donc je m'appelle Mathilde Panot, je suis députée La France Insoumise du Val-de-Marne et je m'occupe à l'Assemblée nationale plus spécifiquement des questions d'écologie. Et donc aujourd'hui je viens faire un débat sur quelle alternative à l'effondrement parce qu'il me semble extrêmement important de penser politiquement la crise climatique, le dérèglement climatique dans lequel nous sommes et je pense que ce genre de réunion où il y a énormément de gens et notamment la jeunesse qui en ce moment se mobilise sur les questions climatiques est extrêmement important. Si on dit que Emmanuel Macron se prétend mener une politique écologiste, malheureusement, nous sommes devant une politique absolument anti-écologique. Et je pense que la preuve la plus flagrante, c'est que ce gouvernement continue les accords de libre-échange à tout va. Donc il y a déjà le CETA, Union européenne-Canada, le JEFTA, Union européenne-Japon, qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde. Et ces accords de libre-échange, vous imaginez, c'est le grand déménagement du monde. C'est-à-dire qu'on fait passer des marchandises de plus en plus loin. Donc on délocalise la production et la consommation du coup de produits, on fait perdre des emplois en France et lorsqu'on leur demande mais pourquoi est-ce que vous faites ces traités de libre-échange, ils nous disent ah on a réfléchi qu'il fallait un petit peu changer des choses sur le niveau écologique, au niveau de l'agriculture, mais on nous a jamais demandé de regarder les bienfaits de ces accords de libre-échange. Donc il y a une espèce de dogme qui est continué comme ça et qui dit qu'il n'y a aucun problème à faire ces traités de libre-échange alors qu'ils nous amènent droit vers la fin de l'humanité. Donc c'est ça que j'appelle les fossoyeurs de l'humanité. Lorsqu'on regarde le bilan écologiste d'Emmanuel Macron, on a bien sûr le glyphosate qui continue, donc avec des permis de tuer qui sont donnés aux entreprises, notamment à Bayer Monsanto. Tout le monde sait que ce produit est en train d'empoisonner l'ensemble de la population française et pourtant on continue. Il y a la continuation du nucléaire qui est pour le coup extrêmement vulnérable au changement climatique, notamment avec l'eau des fleuves. Enfin, toute sa politique n'est que esbrouf, n'est que beaux mots, mais rien sur le fond. Alors qu'il faudrait au contraire engager dès maintenant une transition agricole pour faire une agriculture paysanne et écologique qui fasse notamment qu'on remette des haies pour que la biodiversité puisse revivre au moment où on sait on est dans la 6e extinction de masse des espèces. Alors qu'il faudrait faire une transition énergétique avec notamment les énergies renouvelables, aller vers le 100% énergie renouvelable qui créerait énormément d'emplois et permettrait justement d'être beaucoup plus résistant avec des éoliennes, des énergies marines qui pourraient être gérées localement et donc avoir cette capacité de résistance beaucoup plus forte. Il faudrait interdire ces traités de libre-échange. Bref, complètement repenser à l'aune de l'écologie notre modèle de société qui serait du coup un modèle de société beaucoup plus heureuse que le modèle de société qui est quand même un modèle de malheur qu'on nous propose aujourd'hui. De s'accorder sur le constat, et ça c'est relativement partagé. Comment tout peut s'effondrer, voilà, tout va mal, on sait, voilà. Et ça va dans toutes les classes sociales, tous les secteurs d'activité, etc. C'est relativement bien accepté, je dirais. Après, là où on commence à se chamailler, c'est quand on cherche les causes, et puis quand on commence à se dire que faire. Et là, tout le monde a sa théorie, tout le monde a sa culture, etc. C'est hyper compliqué, parce que c'est une question systémique qui touche tous les secteurs, et qui touche toutes les échelles. À quelle échelle on agit? Si par exemple, il y a possibilité qu'il y ait un effondrement des macrostructures, de l'État, je sais pas, de l'Union européenne, etc., qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, à l'horizon 2050, on va sortir du nucléaire, on va sortir des énergies fossiles, on va faire ci, on va faire ça. Et souvent, dans l'histoire, il y a des événements imprévisibles, des ruptures qui bouleversent tout. Et ce que je proposais, c'était le premier travail en 2013 au Parlement européen, justement, on parlait tout à l'heure, c'était de mettre en place des politiques qui pensent à la fois les continuités et les discontinuités. Je trouve d'avoir 2 jours ou 2 semaines de stock, ça évite énormément de conflits, de chaos social, si jamais il y a une rupture, ouais, etc., etc. Et donc, pareil pour le climat, comment dire, en anglais c'est mitigation, c'est adaptation ou
Atténuation, merci. Adaptation ou atténuation? Mais les deux. Rien n'empêche de penser les deux. Donc, moi, voilà, mon parcours, ça a été toujours de mettre du « et » là où il y avait du « ou », de décloisonner les disciplines, de décloisonner les échelles aussi. Bon, alors, tu veux du local ou du global? Bah, les deux, à toutes les échelles, municipales, nationales, européennes, etc. On a besoin de tout le monde. Tu t'adresses à la gauche ou à la droite? Bah, tout le monde fait partie de cette transition. Voilà. Et ça m'est venu en fait du mouvement de la transition en Angleterre, Rob Hopkins, le Transition Network, qui a amené cette idée radicalement inclusive, qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut, la transition, c'est un mot neutre, stratégiquement neutre, pour inclure tout le monde. Scientifiques, on est citoyens aussi, et on est en fait passionnés pour... Si on n'avait pas été passionnés sur les thématiques sur lesquelles on travaille, on aurait fait autre chose. Donc le conflit, il était là longtemps, et je crois les derniers 10-15 ans, il me semble quand même beaucoup qui vivent ça plus comme un schizophrénie, qui vivent ça comme une vie normale. Que la science, surtout la science financée par les contribuables, elle doit quand même servir à quelque chose, malgré la liberté académique sur laquelle on insiste. On souhaite quand même d'être écouté et on est super content quand on a les moyens à communiquer. Et les structures comme le GIEC, c'est souvent pas compris dans les médias et dans la population en sens large. Il y a deux choses. Il y a une expérience qu'il faut partager, c'est que quand on travaille dans les contextes comme le GIEC, on apprend un mantra, une formule magique qu'il faut toujours appliquer à tout ce qu'on fait. Et c'est-à-dire qu'en anglais, c'est policy relevant but not policy prescriptive. Donc, pertinent pour les politiques, mais pas en donnant des recettes aux politiques. À un moment, ça devient quand même trop, à un moment ça déroge que j'ai donné tellement des informations maintenant, et toujours je ne vois pas la réaction des politiques. Je vois bien l'accord de Paris, hein, je suis une des personnes qui défendent l'accord de Paris comme blanc. Il faut constater que l'inaction n'est plus supportable. Il faut, les scientifiques ont donné l'information, les scientifiques sont rentrés dans le dialogue, les scientifiques ont observé le mantra de ne pas être prescriptif sur la politique, mais maintenant c'est aux politiques à agir. Et franchement, ça me met un peu à la limite de mes forces actuellement, le fait que je réalise que j'ai fait 30 ans de conseil aux politiques et les choses essentielles ne sont pas observées. Peut-être on peut discuter sur cette question ce soir. Bernard Friot, qui est un universitaire, maître de conférences en économie, qui a fait un gros travail, sa thèse un gros travail sur la construction de la sécurité sociale, un commun. Il réagira là-dessus, je suis sûr. Il est membre du Parti communiste français et il anime l'association d'éducation populaire qui s'appelle Réseau Salariat, ainsi que l'Institut européen du salariat, qui promeut la souveraineté des travailleurs sur leur travail. Ben, la souveraineté des travailleurs sur le travail, c'est la seule réponse, au contraire. Il n'y en a pas d'autre. La sortie du capitalisme ne passe pas d'abord par la victoire électorale ou par une prise du pouvoir d'État. Changer le travail, le sortir des griffes du capital, le sortir de l'indifférence à la valeur d'usage et de l'élimination du travail vivant. Donc depuis 5 ans, tu es dans le mouvement, comme bénévole dans le mouvement Alternativa, tu es son porte-parole. Et tu es impliqué également dans ANV, l'action non violente, COP21. Pour revenir à la question de comment est-ce que nous, on réagit à l'effondrement, à la collapsologie en général,
il faut raconter une petite histoire qui est assez récente en fait et qui est celle de la publication du rapport du GIEC le 8 octobre dernier, un rapport spécial qui explique quelle est la différence entre un réchauffement à 1,5 et un réchauffement à 2 degrés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'autant que j'ai un climatologue à ma droite et que je ne voudrais pas dire des bêtises, mais les différences sont assez fondamentales entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement global. Et nous, ça nous a posé une question assez fondamentale qui est où est-ce qu'on met notre curseur de radicalité et dans la promotion des alternatives et dans les actions de désobéissance civile, parce que, et ça a été très bien dit tout à l'heure par Wolfgang, l'inaction n'est plus supportable. L'inaction politique, l'inaction des responsables politiques n'est plus supportable. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans que les scientifiques nous alertent sur le fait que le dérèglement climatique, c'est pas une petite affaire et que c'est un danger pour l'humanité. Et pas dans 2 siècles, dans 3 siècles, mais maintenant. Il y a déjà des personnes aujourd'hui qui sont impactées par le changement climatique, il y a déjà les déplacés, il y a déjà des personnes qui ne peuvent plus vivre de l'agriculture parce que leurs terres sont trop sèches, etc. Donc c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Du coup, c'est plus supportable. Quand ce rapport a été publié le 8 octobre dernier, on a écrit un manifeste, c'était l'arrivée du Tour Alternativa, on s'est déplacé sur 5800 km dans toute la France et dans les pays limitrophes pour aller à la rencontre de celles et ceux qui se bougent au quotidien, comme ça va, qui se bougent au quotidien pour mettre en place des systèmes de résilience sur leur territoire. Donc c'est des monnaies locales, des jardins partagés, des AMAP, etc., etc. Et quand on est arrivé à Bayonne après 5800 km en étant parti Paris 4 mois plus tôt, on a donc publié un manifeste, et ce manifeste s'intitulait « Le temps de l'espoir et de l'action ». Ça nous a posé énormément de questions, d'autant qu'un mois plus tard naissait le mouvement Extinction Rebellion en Angleterre. Nous, on disait « il est encore temps », et eux disaient « on n'a plus le temps ». Donc on a commencé à se dire « oulala, on a un dénominateur commun qui est l'urgence ». On est tous conscients qu'il y a l'urgence. Il y en a qui disent il faut qu'on mobilise, et donc là c'est nous, il faut qu'on mobilise en disant on a encore le temps parce que c'est ce qui va permettre aux gens d'avoir de l'espoir pour passer à l'action, et individuelle et collective. Et de l'autre côté de la Manche, on a un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion et qui a comme moteur d'action le fait qu'on n'a plus le temps et qu'on ne peut plus attendre demain pour agir. Et en fait, c'est des stratégies de mobilisation qui sont assez différentes. Et aujourd'hui, au sein du mouvement Alternativa et Action non violente communautaire, on a une discussion, un débat sur comment est-ce qu'on réagit face à cette urgence et comment est-ce qu'on mobilise les gens, sachant que jusqu'ici, sur l'aspect positif, on arrivait à les mobiliser, mais si on veut vraiment créer un mouvement de masse, il faut qu'on arrive à mobiliser massivement et à s'adresser aux différentes réactions qu'on peut avoir quand on rencontre l'effondrement et la collapsologie. Et ensuite est venue la désobéissance civile et l'action non violente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas développer les alternatives pour la simple et bonne raison qu'il y a des décideurs politiques, il y a des multinationales, il y a des banques qui empêchent la transition écologique, la vraie transition écologique. Et c'est pas possible. Si on avait 100 ans devant nous, pourquoi pas? On pourrait mettre en place une révolution douce, petit à petit démultiplier les alternatives, les initiatives locales, faire en sorte qu'il y ait des monnaies locales qui se déploient partout, qu'on relocalise l'énergie, qu'on relocalise l'alimentation, etc. Si on avait 100 ans devant nous, ok. Mais on n'a pas 100 ans. Et donc, si on veut réussir à déployer ces alternatives, il faut absolument qu'on empêche ceux qui bloquent la transition écologique. D'où la désobéissance civile. Nous, notre pari, c'est la non-violence. C'est de dire les actions 100% non-violentes, elles permettent à un maximum de personnes de rejoindre le mouvement parce qu'elles peuvent s'impliquer à différents niveaux, elles peuvent avoir différents engagements. C'est notre pari, c'est notre parti pris et c'est une stratégie. Du coup, par rapport à l'effondrement, en fait, on reste sur la même ligne. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, et ces débats servent aussi à nourrir ces réflexions, c'est quel niveau de radicalité? Et clairement, aujourd'hui, la direction, elle est plutôt dans il va falloir qu'on monte le curseur de la radicalité parce que ça fait 40 ans que ça ne réagit pas. Et qu'en fait, on dit qu'on a encore le temps, mais la réalité, c'est qu'on a encore le temps d'éviter le pire.
Mais en fait, on n'a plus le temps d'espérer que notre civilisation, celle qu'on connaît aujourd'hui, celle dans laquelle nous on a grandi, elle puisse perdurer encore jusqu'à la fin du siècle. C'est à appuyer cette vision systémique, de dire en fait, nous on est des militants climatiques, mais on n'est pas des militants climatiques parce que notre marotte c'est le climat, on est des militants climatiques avant tout parce qu'on est des militants pour la paix, parce qu'on est des militants pour les droits humains, parce qu'on est des militants pour les droits des femmes, parce qu'on est des militants, etc., etc. Et que le climat, c'est la cause des causes dans le sens où, dans le siècle à venir, dans celui qu'on est en train de vivre nous, il va y avoir des bouleversements majeurs liés au climat et que si on perd la bataille climatique, on va perdre les autres. Et ça va être des conflits, et c'est déjà des conflits majeurs dans certaines zones du monde. Donc, en fait, ça nous nourrit énormément, nous, tout ce qui sort, tout ce qui est vulgarisé autour des études d'effondrement, parce que ça nous permet d'alimenter cette vision systémique qu'on défend depuis plusieurs années. Du coup, en conclusion, j'ai envie de dire, il y a toute une révolution culturelle à faire, il y a tout un système de valeurs à réinventer, même si en fait réinventer c'est pas forcément le bon mot parce qu'il existe déjà, mais par contre il faut qu'on arrive à le démultiplier et pour ça on a besoin d'être très nombreux. Et ce système de valeurs c'est de la collaboration, de l'entraide, de la coopération, de la relocalisation. Et on vit quand même dans une société où c'est plutôt la compétition, la concurrence, voire le chacun pour soi qui est assez dominant. Donc une des clés là c'est de vraiment réussir à remettre en place un système de valeurs. Et quand bien même il y ait des points de rupture avec des réactions en chaîne et un effondrement des sociétés, ce sera déjà ça de gagné si on a mis en place des systèmes de coopération sur les territoires. Il y a quand même une tendance encore très forte dans notre société, notamment de beaucoup de partis politiques, à privatiser l'écologie, c'est-à-dire à renvoyer l'écologie vers une sphère privée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo magnifique où Macron montre qu'il éteint les lumières de l'Élysée. Pendant longtemps, enfin il dit voilà, il faut éteindre les lumières, et il dit regardez moi aussi je le fais, donc ça dézoome sur l'Élysée, on voit qu'il éteint effectivement les lumières à l'Élysée. Cette conception de l'écologie, elle est finie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements individuels lorsque on parle de la transition écologique, mais ça veut dire qu'il faut arrêter de privatiser et en plus de culpabiliser des gens qui sont souvent les plus pauvres de notre société et donc qui sont les premières victimes de ce dérèglement climatique. Et donc, si on part de là, alors le problème principal, et je pense que ça a été dit plusieurs fois et que c'est extrêmement important, le problème principal devant lequel on se heurte, c'est ce système économique capitaliste qui a promu pendant longtemps un accaparement des ressources et une espèce d'accumulation sans aucune limite et qui aujourd'hui nous place dans cette situation. Et c'est pour ça que moi la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que l'écologie c'est une lutte. C'est un rapport de force l'écologie. Donc la politique, elle ne pourra rien faire sans mobilisation populaire, par exemple, sans mobilisation des associations, sans les scientifiques qui lancent l'alerte. Parce que on est quand même dans un moment où je pense que le dérèglement climatique, la crise écologique devant laquelle nous sommes, elle a changé la politique. Pendant longtemps, la politique, ça a été la question de savoir comment est-ce qu'on partageait les richesses, le pouvoir. Maintenant, il y a un nouveau clivage politique qui existe entre ceux qui sont pour la survie, les partisans de la survie de l'humanité et ceux qui sont les fossoyeurs de l'humanité. Alors, jamais vous n'entendrez un parti de droite, par exemple, vous dire je suis pour que l'espèce humaine s'arrête, c'est pas vrai. Alors, ils vont trouver plein de choses, il y en a qui vont complètement dénier la chose, ça c'est Trump ou Bolsonaro au Brésil, donc là, ils nient complètement le phénomène. D'ailleurs, on voit que les premiers qui sont en train de faire des cris d'orfraie devant Bolsonaro qui détruirait la forêt amazonienne sont les mêmes qui font par exemple le projet de montagne d'or en Guyane, ce qui est quand même pose problème. Donc il y en a qui vont le nier. Il y en a d'autres qui vont dire que finalement il n'y a pas d'autre moyen. Je voulais juste vous raconter une anecdote qui me semble assez intéressante. Emmanuel Macron avait demandé à un comité de faire une étude un peu sur le CETA, donc ce traité de libre-échange Union Européenne-Canada. Donc il demande à ce qu'il y ait une étude, il met lui-même en place un groupe de travail dessus,
qui dit qu'effectivement il y aura des problèmes, il y a des problèmes écologiques à ce traité de libre-échange. Bon, c'est consubstantiel au fait d'avoir un traité de libre-échange, hein. Vous comprenez, on déplace des marchandises d'un bout à l'autre de la planète. Et il y avait des problèmes sur l'agriculture, etc. Et alors, en commission, on auditionne ce rapport d'experts qui rend du coup un avis assez mitigé sur le CETA, alors que Macron l'avait demandé lui-même. Et moi, je leur demande, mais quels sont les bénéfices d'un traité de libre-échange aujourd'hui? Et alors là, réponse du comité, ah, on ne sait pas, on ne nous a pas demandé de chercher là-dessus. Donc, concrètement, il y a une espèce de dogme voilà, il n'y aurait pas d'autre alternative, et donc on continue des modèles comme ça. Il faudrait faire du libre-échange. En ce moment, on est quand même en train de négocier un traité de libre-échange entre l'Union européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sur la question du lait. Juste, on est en surproduction laitière en Europe, les producteurs de lait sont en train de crever la bouche ouverte, mais on va faire venir du lait de milliers de kilomètres de là. Donc, vous avez ceux qui disent qu'il n'y a pas d'autre moyen, que c'est comme ça, que c'est l'ordre naturel entre... Après, vous avez tous ceux qui vont vous dire, oui, mais vous comprenez, on ne peut pas faire une politique tout à fait écologiste parce que ça détruirait des emplois, ça détruirait le bonheur, ça détruirait l'économie, etc., etc. Il y en a d'autres qui vont vous jouer l'idée du petit pas, de dire, de toute façon, ça ne dépend pas que nous. Oui, mais si nous nous attendons que ça bouge seulement au niveau international, alors rien ne bougera. Et c'est pour ça que je suis d'accord tout à l'heure sur la question de l'échelle. Il y a beaucoup de discussions, de réflexions qui ont été faites autour des questions de savoir est-ce qu'il fallait plutôt à l'échelle locale, à l'échelle d'une association, à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale. En fait, ces échelles-là, il ne faut pas qu'on les oppose entre nous. Elles sont toutes pertinentes et elles sont toutes importantes. Mais, et je le dis, et c'est pour ça que nous, à la France Insoumise, on se bat pour ça. Si un pays comme la France commence une révolution sur cette question, en faisant le lien avec la question sociale et la question démocratique, parce que c'est tout à fait, c'est l'effet systémique dont on parlait tout à l'heure, alors elle enverra aussi un signal au monde entier qui est extrêmement important. Comme la France, quand elle avait interdit les gaz de schiste, par exemple, qui avait aidé d'autres peuples à se battre aussi contre ces gaz de schiste. Donc si des pays commencent à faire cette révolution écologiste en disant c'est le nouveau défi du XXIe siècle, alors on sera déjà dans une situation qui sera fortement différente. Et quand je disais c'est une lutte, l'écologie, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que oui, il faut admettre que dans notre société, par exemple, avoir des gens comme des multinationales comme Bayer Monsanto qui détiennent la majorité des semences de la planète, oui, ceux-là sont, moi je les appelle les pourris de la planète. Oui, il va falloir se battre contre les pouvoirs de l'argent, reprendre le pouvoir au pouvoir de l'argent, si nous voulons pouvoir avoir une réponse à ces trois questions qui est plus que l'alternative à l'effondrement, qui est à quelles conditions les êtres humains peuvent-ils survivre, qui est la deuxième question qu'on doit penser politiquement, c'est comment atténuer la puissance de la catastrophe qui vient. Et la troisième question qu'on doit penser politiquement aussi, c'est comment organiser notre vie commune de telle sorte à ce que nous pouvions nous encaissions au mieux les chocs qui sont à venir. C'est soit les trois questions qu'il faut penser ensemble. Lorsque vous voyez que nous vivons dans un monde où 80% des richesses qui sont créées reviennent aux 1% des plus riches, lorsque vous voyez qu'en France, les 1% des plus riches émettent 40 fois plus de carbone que les 10% des plus pauvres dans notre pays, alors vous comprenez que c'est une lutte contre ces multinationales et contre cette extrême richesse. Je ne sais pas si vous avez vu cette info passée qui est quand même incroyable. Le fondateur de PayPal et quelques autres milliardaires se sont mis en tête de construire des îles artificielles pour n'avoir plus de compte à rendre à personne. Donc c'est contre ça qu'il faut se battre. C'est ce pouvoir-là qu'il faut reprendre. Et c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, que beaucoup ont décrit comme un mouvement anti-écologique, est un mouvement qui dit, d'abord et avant tout, commençons par les gros pollueurs, commençons par changer le système économique dans lequel on est, et commençons par le partage des richesses, parce que le partage des richesses est une politique écologiste, tout comme un projet féministe est une politique écologiste aussi, et que la question démocratique est aussi une politique écologiste. Alors je disais, bon, à quelles conditions survivre? C'est à ces conditions-là, en disant qu'il faut absolument partager les richesses, limiter l'extrême richesse et surtout transformer rapidement nos structures de production, puisqu'il faut changer absolument les modes de consommation et de production dans lesquels nous sommes actuellement, puisque je disais que le système économique avait tout à faire avec la situation dans laquelle on se trouve. Juste un chiffre quand même, parce que ça peut être intéressant. On dit souvent, oui, nous sommes tous responsables. Pas tout à fait, pas tout à fait.
Il y a 90 entreprises dans le monde depuis 1880 qui sont responsables de 50% de la hausse de température et de 30% de la montée des mers. Le 17e, par exemple, la 17e la plus responsable de ces entreprises, c'est Total, par exemple, pour vous donner une idée. Donc nous ne sommes pas tout à fait tous autant responsables. Il y a quand même des responsables à nommer et à combattre si on veut sortir et faire cette transition écologique. Ensuite, il y a la question de comment est-ce qu'on atténue la puissance de la catastrophe. C'est la deuxième question qu'il faut penser politiquement en diminuant les gaz à effet de serre. Donc il faut investir massivement dans les énergies renouvelables. C'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir une puissance publique. Il est urgent de changer par exemple le modèle agricole pour qu'enfin on ait des haies, pour que la biodiversité puisse revenir, les oiseaux puissent se nicher, qu'on arrête d'utiliser les pesticides pour que les abeilles puissent revenir. Et ensuite, sur l'organisation de notre vie commune pour nous adapter, la question d'avoir une société solidaire face au changement climatique, c'est extrêmement important. On y arrivera à faire face à cette crise écologique de pleine ampleur que si on a une société qui est solidaire. Alors il faut aussi sortir du nucléaire parce que le nucléaire est extrêmement vulnérable au changement climatique. Enfin bref, il y a plein de choses à faire et à penser politiquement justement pour imaginer d'abord comment est-ce qu'on atténue cette puissance et comment est-ce qu'on s'adapte pour organiser notre vie en commun. Merci. Quand nos enfants viendront et nous demanderont pourquoi la planète est presque invivable, que voulez-vous leur répondre? Moi, je ne pourrais même pas les regarder dans les yeux, car je serais obligée de répondre: les hommes ont préféré continuer à consommer et avoir du plaisir personnel plutôt que de penser à l'avenir de notre planète. Au moins, si nous nous battons, je pourrais répondre: nous avons essayé, nous nous sommes battus de toutes nos forces, mais on ne nous a pas écoutés. Si nous nous battons, si nous ne restons pas à rien faire en espérant que les choses changeront seules, au moins nous pourrions dire que nous avons essayé, que nous n'avons pas regardé notre avenir et le leur se dérober sous les yeux de tous. Donc, nous venons nous battre parce que nous voulons vivre, nous voulons pouvoir avoir une chance de respirer sans avoir peur de ce qu'il pourrait y avoir dans l'air, une chance de pouvoir se balader dans la nature en voyant des animaux et ne pas seulement voir la biodiversité qui se dégrade. Oui, nous voulons nous battre parce que nous espérons. Nous sommes peut-être de simples rêveurs, ou vous pourriez penser que nous sommes naïfs. Mais moi, je pense que la naïveté ne vient pas des enfants. Je pense qu'elle vient des personnes qui croient que nous pouvons continuer dans cette direction. Actuellement, nous courons droit vers le mur. Et ceux qui s'en rendent compte sont ceux qui devraient ne pas avoir à penser à cela. On nous dit qu'il faudrait que nous soyons en cours au lieu d'être dans la rue. Mais l'école, les diplômes et les études que nous avons faites ne servent pas à grand-chose si nous prenons le mur de plein fouet. Le bac n'a pas d'intérêt si la planète meurt. Nous n'avons plus le temps de faire des études et de monter les échelons pour essayer de se faire entendre. Nous devons être écoutés aujourd'hui. On dit que nous sommes des utopistes, mais l'utopie, c'est de croire que nous pouvons continuer comme ça. Actuellement, nous allons dépasser les 1,5 degrés. Malheureusement, nous savons que si nous les dépassons, le monde ira très mal. Encore plus mal qu'il ne va maintenant. Si nous continuons dans cette direction, les conséquences seront terribles, mais elles le sont déjà. Nous, les jeunes, sommes obligés d'endosser le rôle des adultes, des personnes qui sont censées nous protéger, mais qui nous tuent un peu plus chaque jour en ne faisant rien pour sauver notre avenir. Nous ne sommes pas les premiers à tirer l'alarme, mais j'espère que nous serons les derniers. Et lorsque l'on regarde par exemple la transition énergétique, il est clair qu'on devra passer d'un système extrêmement antidémocratique, extrêmement centralisé qu'est le nucléaire, vers des énergies renouvelables qui, elles, pour le coup, sont de la réappropriation citoyenne, avec des énergies renouvelables qui devront être appropriées par des collectifs de citoyens à différents endroits. Et c'est la combinaison de ces deux choses qui fera que nous arriverons à atténuer et à nous adapter à cette crise écologique. En tout cas, ce qui est évident dans le débat que nous avons eu ce soir, dans les exposés qu'il y a eu et dans le débat qu'il y a eu cet après-midi, c'est qu'il nous faut une rupture
extrêmement forte avec le système économique, politique dans lequel nous sommes. Tous ceux et toutes celles qui vous disent qu'on pourra continuer comme avant, qu'on pourra continuer le libre-échange en mettant un petit bémol, qu'on pourra continuer avec un système agricole qui empoisonne tout le monde et en premier lieu les agriculteurs, qu'on pourra continuer avec le nucléaire qui est extrêmement vulnérable au changement climatique. Tout cela sont des menteurs, ce n'est pas vrai, nous n'arriverons pas à continuer comme avant et en même temps c'est aussi une bonne nouvelle. C'est aussi une bonne nouvelle pour construire une société beaucoup plus sobre, beaucoup plus heureuse et notamment lorsqu'on voit dans la société de malheur dans laquelle on vit, quand on voit le nombre de gens pour lesquels il n'y a ni travail, ni argent, ni perspective, ni futur, alors oui, reconstruire une société sur des bases qui sont complètement autres, c'est aussi une possibilité d'horizon heureux. Et je pense que lorsque toutes les questions avaient lieu sur la question des règles de liberticide, je pense que la lutte écologiste, elle passe aussi par une profonde révolution démocratique dans notre pays. Et d'ailleurs, nous saluons le fait que les Gilets jaunes soutiennent le référendum d'initiative citoyenne, qui est aussi dans notre programme. Et oui, il faudra une révolution démocratique, parce que justement, les règles, il va falloir les choisir en commun, de comment on va pouvoir vivre ensemble pour la suite. Et c'est ces règles-là qu'on appliquera aux multinationales, et ça ne sera pas liberticide parce que ça sera notre seul moyen de survie et d'avoir un avenir tous ensemble. Donc voilà, je pense que c'est aussi un horizon qui s'ouvre aussi avec cette crise écologique et qu'il faut aussi voir ce côté de changement de société profond que ça peut inclure, et vu l'océan de malheur que c'est, je pense que ça peut être extrêmement positif. Donc voilà, juste vous remercier d'être venus aussi nombreux et nombreuses, dire vraiment un grand merci au groupe Écologie Marseille France Insoumise, parce que je sais qu'ils ont fait un travail incroyable depuis vraiment des mois pour que cette initiative ait lieu, donc je pense qu'on peut les applaudir et leur dire